Nine, je suis la CEO de Babbler, une start-up que j'ai montée avec ma sœur Sarah il y a 4 ans et demi. Et donc si je suis là aujourd'hui et que je parle devant vous, c'est que je fais partie des survivors, ces entrepreneurs qui ont donc survécu à la première, deuxième, troisième et quatrième année de vie d'une start-up. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer mon parcours. Pascal vous a expliqué un petit peu comment on passait du mode survie au mode stabilité. Moi, je vais vous dire en tant qu'entrepreneur, en cas concret, comment je m'y suis prise et un peu les up and downs auxquels j'ai dû faire face. Alors avant de commencer, je vais vous raconter mon histoire, la chronologie un petit peu de notre boîte. Donc en 2013, j'ai 24 ans, je suis diplômée d'une école supérieure de commerce en France et j'ai qu'une envie, c'est monter une boîte qui propose quelque chose d'innovant dans la tech et qui révolutionne les usages dans une industrie précise. Ma façon pour trouver la meilleure idée de boîte, c'était de trouver le meilleur problème à résoudre. Et donc pour ça, je parlais autour de moi aux gens, j'essayais de regarder ce qui était lent, chiant, compliqué et comment je pouvais instaurer une technologie pour simplifier tout ça. Et en discutant avec ma sœur Sarah, qui est à côté de moi sur la photo, qui elle était attachée de presse depuis 7 ans, je me suis rendu compte de la façon dont elle travaillait, c'était très archaïque. Donc elle avait des fichiers Excel avec tous les listes de journalistes, elle faisait de la diffusion de communiqués de presse par email et ensuite elle les relançait un par un au téléphone. Et donc du coup, ça m'a donné l'idée de créer une plateforme web qui permettrait à n'importe quelle entreprise d'entrer en contact très simplement et facilement avec un journaliste et donc d'obtenir des articles dans la presse. À cette époque-là, je suis aussi apprentie chez Microsoft pour Xbox. Je me rends compte que chez Microsoft, pour innover et bouger les lignes, c'est juste impossible parce que tout se passe à Seattle et on n'a aucune marge de manœuvre, donc pas très épanouissant. Donc je propose cette idée à Sarah. À l'époque, elle est enceinte de 6 mois et elle me dit, écoute, là pour l'instant, je ne suis pas dans une situation où je peux prendre le moindre risque. Donc tout arrêter, travailler gratuitement pendant 2 ans, c'est pas possible, Anna. Donc du coup, je lui propose de porter seule le projet la première année, d'intégrer un incubateur, de formaliser le projet sur un BP, de trouver un peu d'argent et une fois que c'est un peu moins risqué, qu'elle me rejoigne. Et c'est donc ce qui s'est passé. On a intégré l'incubateur de l'ESSEC, j'ai récolté 50 000 € en Love Money et j'avais un bon entourage pour que ce soit beaucoup moins risqué pour elle de rejoindre l'aventure. Et puis on s'est lancé, on a fait un proof of concept sur une bêta développée par des Indiens. On l'a testé sur Sarah et sur ses clients, parce qu'elle avait un portefeuille d'une dizaine de clients. Et ça a très bien marché. Et ensuite, j'ai été le vendre à d'autres attachés de presse, à d'autres agences. Et puis arrive le moment en 2016 où on commence à faire un petit peu de revenus. On est toujours 2, 3 et 5 stagiaires. Et on rame, on travaille beaucoup, on ne se paye pas. Sarah garde ses clients pour se payer pendant cette période-là. Et donc là, je me rends compte que j'ai besoin d'argent, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc on part en roadshow, on lève au bout de 4 mois 2,5 millions d'euros avec 2 fonds d'investissement français parisiens. Et puis pour accélérer, une opportunité d'intégrer Techstars, l'accélérateur aux États-Unis. Et avec tout cet argent, je voulais être sûre de l'investir au bon endroit et donc du coup de m'entourer des meilleures personnes pour savoir où est-ce que j'allais investir cet argent. Donc c'est assez rare d'intégrer un accélérateur quand tu as déjà 2 ans et demi d'existence, mais j'avais besoin de me re-challenger, je voulais m'éviter le maximum d'erreurs. Et bon, pour savoir ce qui va se passer en 2018, je vous invite à me suivre, parce que moi-même, je ne sais pas encore tout ce qui va se passer. Pour ceux qui ne connaissent pas Babbler, il a été brièvement introduit au début. C'est une plateforme web de gestion des relations presse. Donc on est un SaaS, B2B. On est dans le secteur des relations presse et de la com. On a 3 types de cibles sur notre marché. Les startups, elles ne savent pas faire des RP, elles n'ont pas de contact, elles n'ont pas de ressources. Mais par contre, elles ont un grand besoin de notoriété. Les grands comptes, parce qu'ils ont besoin de simplifier tout leur process, ils ont énormément de journalistes qui les contactent, et ils n'ont pas un moyen simple de diffuser tout leur contenu de marque qu'ils développent. Et enfin, les agences qui, elles, gèrent des portefeuilles de clients et qui font les RP pour du multi-compte. Notre business model, c'est payant pour les entreprises, gratuit pour les journalistes, et c'est un système d'abonnement récurrent pour les entreprises. Alors, mon feeling au démarrage de la start-up, je dirais pendant les 2 premières années, donc la période dite de survie. Donc, tu n'as pas de business model stable, tu n'as pas ou peu de cash,
tu as peu de ressources et de moyens, tu as un market fit produit qui est complètement bancal, et tu peux donc tomber de ta board à tout moment. Donc l'idée, c'est d'essayer de garder sa stabilité sur quelque chose de complètement instable et glissant en dessous de toi. Donc c'est une période qui était, je vous avoue, pas facile. Donc il y avait des matins, on se réveillait, on avait fait un super meeting, on se disait ah ouais, ça va marcher, c'est sûr. Regarde, il y a Coca-Cola qui va essayer pendant 3 mois. Et le lendemain, on a des utilisateurs qui se plaignent, il y a des bugs, c'est la galère, et on se dit on va pas y arriver. Donc c'est vraiment des up and down jusqu'à ce qu'on trouve sur cette board quelque chose de stable en y mettant en dessous un socle beaucoup plus solide qu'une balle qui peut glisser dans n'importe quel sens. Donc ma priorité pendant les 2 premières années, clairement, c'était juste de survivre, donc de tenir, en suivant de près ma date de mort. Donc il faut savoir que 75% des entrepreneurs abandonnent leur projet avant le 2e anniversaire. Parce que c'est la période la plus risquée, la plus instable, la plus compliquée. Donc comment on s'y est pris pour survivre et pour sortir la tête de l'eau? Donc moi, ma stratégie pour ne pas mourir, c'était de savoir quand était ma date de mort prévue. Donc, c'est ce que j'appelle suivre de très près le runway. Le runway, c'est, par exemple, j'ai 100 000 en banque, je crame 10 000 par mois, dans 10 mois, je suis mort parce que je n'ai plus d'argent. Donc, c'est ce que tu as en monnaie, en revenus sur ton compte, divisé par ce que tu crames tous les mois, donc ce que tu perds en argent. Et donc ça te permet de savoir combien de mois tu as devant toi. Et en fonction de combien tu fais de revenus, tu peux adapter. Donc parfois, je me dis, ah, tiens, j'ai 6 mois devant moi, et puis je fais une super vente. Ah bah tiens, j'ai gagné 1 mois de plus, maintenant j'ai 7 mois devant moi. Donc le runway, c'est vraiment la chose la plus importante à suivre pour ne pas se retrouver, ah bah je vais mourir dans 1 semaine. Bon bah là, c'est sûr qu'il n'y a plus rien à faire. Donc il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de recul sur cette date de mort pour pouvoir l'anticiper et l'éviter. Donc ça, le runway, c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir. Ce que la plupart des startups pensent, c'est un peu ce que fait ce petit bonhomme sur son avion, c'est qu'il pense qu'il a le temps, et en fait, il se rend compte 2 mois avant qu'il n'a plus de cash et que ça va être très compliqué de lever en 60 jours. Et donc là, c'est dur. Donc il y a deux façons de survivre avant ces 2 ans où on est sur une board assez instable. Soit tu arrives à bootstrapper ta boîte, c'est-à-dire que tu arrives à générer rapidement suffisamment de revenus et d'autofinancer ta boîte. Pour moi, ceux-là, c'est les vrais héros des startups. Et on n'en parle jamais. C'est ces mecs qui ne lèvent pas d'argent et qui y arrivent quand même. On parle que des gens qui lèvent 5 millions, 10 millions, 20 millions. Mais on ne parle pas des mecs qui ont levé 0 et qui ont réussi à lancer leur boîte. Et ça, c'est très, très, très difficile. Ou sinon, tu n'arrives pas à bootstrapper, donc tu n'arrives pas à générer suffisamment de cash au démarrage. Et donc, tu dois lever de l'argent. Et pour lever de l'argent, il faut que tu aies des bonnes métriques à vendre aux VC. Donc si tu ne fais pas beaucoup de cash, il faut que tu aies des stats d'utilisation, d'engagement d'utilisateurs qui aient une très bonne croissance pour prouver qu'il y a quelque chose de monétisable ensuite. Et en parallèle de ça, de lever de l'argent, activer le maximum de subventions, de prêts, tout l'argent que vous pouvez aller gratter quelque part, essayez de le gratter parce que c'est des mois en plus que vous allez acheter gratuitement. Donc du coup, en 2016, c'est pour ça qu'on a levé cette fameuse série A. Ensuite, le cap de 2 à 5 ans, c'est quand même une étape assez cruciale parce que tu as survécu les 2 premières années, tu as réussi à lever de l'argent, mais maintenant, ce n'est pas du tout gagné d'avance. Et les 3 années qui sont derrière, c'est vraiment affiner le business model, stabiliser la société et faire de cette société une société rentable. Donc nous, une fois qu'on a levé ces 2,5 millions, nos actionnaires, ils étaient obsédés par le burn rate, ils étaient obsédés par il faut que vous fassiez une société rentable sans relever de fonds. Donc c'est ça aussi que... C'était pas celle-ci, voilà. Ça aussi dont je voulais parler, parce qu'autour de moi aussi, j'ai pas mal d'entrepreneurs. Et donc il y a 2 écoles, souvent différentes entre les Américains et les Français. Donc, tu as ceux qui cherchent la rentabilité à tout prix, quitte à freiner la croissance du chiffre d'affaires. Ça veut dire que tu vas dépenser moins d'argent. Du coup, peut-être que la croissance de ton chiffre d'affaires va être plus faible. Mais par contre, ta société, elle sera beaucoup plus rentable.
Ou alors, tu vas avoir des actionnaires qui vont te pousser à creuser ton burn rate et à continuer de dépenser, dépenser, dépenser. Du coup, tu vas avoir 100% de croissance de ton chiffre d'affaires, mais tu vas avoir un burn rate qui va exploser. Et donc, du coup, ça va te forcer à relever une seconde série. Donc, cette seconde série, elle va être faisable parce que tu auras des métriques de croissance à 3 chiffres. Mais par contre, après, ça fait des valuations qui sont très, très, très élevées et c'est compliqué. Donc, c'est vraiment deux stratégies très différentes. Bon, ben, à votre avis, nous, on a choisi laquelle? La première ou la deuxième? La première? La deuxième? Ok, donc nous, on a choisi la première. On est français. Donc, on ne prend pas beaucoup de risques. Donc, nous, on a cherché à pas relever d'argent. Donc, notre objectif, c'est maintenant, il faut qu'on tienne et qu'on se développe et qu'on devienne rentable sans relever d'argent et qu'on arrive à réduire ce burn rate. Donc, les 4 axes qu'on a développés la 3e année de vie de la boîte, c'était donc réduire ce burn rate. On cramait 100 000 € par mois en janvier de l'année dernière. C'était énorme. Donc, quand tu as levé 2,5 millions, tu vois à peu près combien de mois tu as avant de devoir relever. Donc, on a réduit nos dépenses, mais drastiquement. Donc, on a regardé tout ce qu'on dépensait. Et parfois, tu te dis, ouais, j'ai 5 mecs qui font dans cette équipe, mais je ne pourrais jamais faire avec moins de 5. Et en fait, tu te rends compte que tu peux faire avec 3. Donc, c'était vraiment essayer de regarder où est-ce qu'on pouvait cutter des dépenses, des ressources qui étaient inutiles et continuer d'opérer comme ça. Ensuite, pour réduire ton burn rate, soit tu réduis tes dépenses, mais aussi tu augmentes tes revenus. Donc là, c'est ce qu'on travaille sur la top line. Donc là, il fallait qu'on ait une croissance du chiffre d'affaires qui soit quand même assez importante. Donc du coup, sur les petits comptes start-up, ceux qui n'ont pas d'argent mais qui ont besoin de RP, on a créé un accès freemium où ils pouvaient tester le produit pendant 30 jours et ensuite ils upgradaient, donc avec pas mal de frustration. Tu peux voir que 30 journalistes. Ah bah tiens, il y a le mec de TF1 qui a visité ton CP mais tu peux pas le contacter. Bah, pour le contacter, upgrade et mets ta carte bancaire. Donc ça, c'était notre stratégie pour les petits comptes et les start-up, pour accélérer le développement. Et ensuite, sur les grands comptes, là, il fallait que le panier moyen soit beaucoup plus élevé en valeur parce qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. Donc là, on a rajouté des features premium sur le produit pour ces grands comptes et bon, pour leur vendre plus cher l'accès. Ensuite, il y a toute une phase de Sales and Marketing Automation. Donc avant, on avait des commerciaux qui faisaient de la chasse sur LinkedIn, qui envoyaient un call d'email, qui faisaient un premier call, une démo. Enfin, c'était très manuel, il y avait de l'intervention humaine un peu partout. Donc ensuite, on a recruté ces gens sur Facebook, sur Google, on les a fait rentrer dans un funnel et c'était un produit beaucoup plus self-served. Il fallait que n'importe qui, de n'importe où, puisse rentrer sur notre produit, le comprendre, s'en servir, en être satisfait et upgrader. Donc ça, c'est tout ce qui est Sales and Marketing Automation pour qu'il y ait de moins en moins d'intervention humaine parce que plus il y a d'intervention humaine, plus ton coût d'acquisition client va te coûter cher parce que c'est une partie du salaire de cette personne que tu mets dans tes coûts d'acquisition du client. Ensuite, pour le market fit, bon, il y avait quelque chose, parce qu'on avait quand même une communauté d'utilisateurs qui était engagée, etc. Mais c'était pas encore, on n'avait pas une croissance de nos metrics en termes de connexion, d'engagement, surtout du côté des journalistes. C'était beaucoup plus dur pour nous de leur faire adopter notre produit. Donc du coup, on a structuré vraiment le pôle produit et on a intégré de l'UX. C'est quelque chose qu'on faisait pas. Et en fait, c'est hyper important l'expérience utilisateur et l'UX parce que c'est grâce à votre UX que votre marché va adopter votre produit. Et ben, le PO UX, c'était un peu moi qui le faisais à côté de tous les trucs que je faisais. Et donc, c'était plus gérable. Et ensuite, une 4e chose, c'est le suivi du lost MRR, donc c'est ce qu'on appelle le churn, c'est tout ce que tu perds comme client par mois. Donc il y en a qui vont venir, ils vont rester 3 mois, puis ils vont partir. Et en fait, on s'est rendu compte que le lost MRR impactait énormément notre chiffre d'affaires. Donc quand on rentrait 100 et que tu perds 20, bon, ben, en fait, que tu fais que 80. Donc du coup, c'était vraiment suivre et mener toute une stratégie de fidélisation et de renew des clients pour ne pas les perdre, pour pas que ce soit un panier percé et pour pas que tous les efforts que tu mets pour recruter des clients, tu les perdes parce qu'ils ne restent pas longtemps et ils ne sont pas engagés. Surtout qu'on était sur une offre sans engagement, donc ils étaient complètement libres de partir. Donc je dirais que c'est ces 4 choses qui nous ont vraiment permis de tenir. Donc des cas un petit peu plus concrets. Donc là, c'est l'évolution de notre burn par les dépenses. Donc ça, c'est comment on a réussi à réduire le burn en réduisant les dépenses. Donc là, vous voyez qu'en avril 2016, il n'y a pas les chiffres, on était à 100 000
Et vraiment, on est descendu jusqu'à 30 000 au fur et à mesure des mois, où on a écrémé, tout en ayant une croissance du chiffre d'affaires qui était de l'ordre de 30%, où avant on était 60%. Donc on a quand même eu un petit impact sur notre croissance du chiffre d'affaires, mais au moins on est beaucoup plus proche de la rentabilité qu'avant. Pour la partie produit, ça nous a beaucoup aidé, donc la méthode itérative du test, learn, repeat. Donc avant, on avait beaucoup d'intuition. Donc c'est moi, par rapport à mon intuition, je savais ce que le client avait besoin à force de parler avec lui. Et donc je me disais, on va faire ça comme évolution, on va faire ça. Mais en fait, maintenant, je ne me fie plus du tout à mon intuition et je me fie juste aux résultats que j'obtiens quand je fais des évolutions sur le produit. Donc ça, c'est à quoi ressemblait une page d'un communiqué de presse il y a 2 ans. Ensuite, l'année dernière, ensuite cette année. Donc en fait, on a fait beaucoup d'itérations sur une même page. Donc on met une évolution, ensuite on mesure. Donc on a utilisé un outil qui s'appelle Mixpanel qui te permet vraiment à chaque fois que tu mets une nouveauté sur ton produit de voir l'impact sur la KPI, ce que tu cherches à augmenter. Dans ce cas-ci, nous on voulait augmenter le nombre de visites et de downloads des communiqués de presse par les journalistes. Donc on a fait cette première itération, on a regardé l'impact sur les visites et les downloads. On a récolté du feedback quali avec un module de récolte de feedback et ensuite on a réajusté jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif en termes de visites et de download. Ensuite, bien s'entourer et apprendre en continu. Donc, tu as 70% de chances, après 5 ans, d'avoir une société pérenne quand tu es accompagné. Donc, tu peux être accompagné. Nous, dans notre cas, c'était l'accélérateur Techstars, c'était aussi des mentors autour de nous. Mais quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas être un expert en tout. Surtout quand tu es entrepreneur à 25 ans, que tu sors de l'école. Tu ne peux pas être hyper bon en marketing, hyper bon en produit, hyper bon en UX. Et donc, il faut s'entourer de gens qui sont bien meilleurs que toi dans certains domaines. Et donc ça nous a vraiment aidé à structurer notre boîte et à faire progresser, à former les équipes en s'entourant de mentors. Une fois par semaine, on a un guest drink au bureau et je fais venir un expert sur une thématique. Donc ça va être peut-être un expert UX, un expert produit, un head of sales. Et il va venir et il va partager son expérience avec ma team of sales ou avec mon marketeur ou avec mon UX. Et ça permet vraiment d'accompagner les équipes, surtout quand au début tu recrutes des juniors, de les faire monter en compétences et de t'assurer que vraiment ils suivent la stratégie que tu veux mettre en place. Voilà, et donc aujourd'hui, on est en juillet 2017 et on crame plus que 15 000 € par mois, donc on espère être rentable dans 4 mois. Et ça, c'est comment j'imagine le jour où je pourrais voir que je suis rentable dans mes comptes sans avoir eu à relever. Pour moi, c'est ça la vraie réussite. Ce sera le jour où j'aurai fait de ma start-up une boîte rentable sans avoir eu à lever des millions et l'avoir fait de façon autonome. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je m'appelle Anna Waknin. Vous pouvez me suivre sur les réseaux si vous avez plus de questions et visiter notre site internet si vous êtes intéressé par les RP. Merci beaucoup et bonne chance à tous.